On continue avec le plus dur qui commence pour Ethereum, avec une mise à jour qui va commencer à partir du 6 septembre, donc demain. Hein. Enfin demain, façon de parler. Et vous voyez, The Merge, c'est comme ça. À l'heure actuelle, on a deux chaînes. La chaîne Proof of Work, d'accord, donc l'execution layer, et le consensus layer, la chaîne Proof of Stake, qui est la Beacon chain, et les deux chaînes sont en parallèle. Et ce qui va se passer avec la merge, c'est qu'on va incorporer la chaîne du Beacon dans la chaîne de base, et on va merge les deux, d'accord. Donc ça va être quelque chose de très intéressant. Et plus le temps va passer, plus les transactions seront sécurisées par le Proof of Stake et non par le Proof of Work. Pour rappel, le Proof of Stake, c'est que vous déléguez vos cryptos à quelqu'un et ça sécurise le réseau, voilà. Et le Proof of Work, c'est les mineurs qui minent et qui obtiennent des blocs et qui valident la chaîne comme ça au fur et à mesure. Donc voilà. Le merge, il va avoir lieu au bloc 14 480... non, pardon. 144 896. Je me disais bien que 14 000, ça faisait peu. On the Beacon Chain. Et ça sera aux alentours de 11h34 et 47 secondes le septembre 6. Donc attention, effectivement, le 6 septembre, il pourrait y avoir énormément de volatilité sur Ethereum. Et s'il y a un bug, ça peut faire très mal. D'accord? Donc ça, il va falloir faire attention. Voilà. La nouvelle difficulté qui va être mise en place avec The Merge, elle interviendra le 10 septembre. Pardon, le 20 septembre. Oui, c'est ça, le 20 septembre. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est quoi aussi? C'est que ça va transférer énormément de valeur vers les mineurs, des mineurs vers les acteurs qui stackent le plus. Vous voyez que si vous regardez les acteurs qui ont le plus de stacking, bah vous voyez qu'il y a certains acteurs qui sont grands gagnants. Alors le plus gros, c'est Lido, après qui est un protocole. Hein. Après, vous avez Kraken, Coinbase, Bitcoin Suisse, Binance, Stakefish, StakeUS, Hobbyist, Fragment, je crois, et les autres. Donc ça, c'est intéressant parce que par exemple, bah voilà, quand vous voyez Coinbase, bah Coinbase, vous êtes en train de s'installer dans de la revenu de long terme. Pourquoi? Parce que l'USDC, ça appartient à Coinbase et quand vous utilisez l'USDC, bah Coinbase prête au gouvernement américain et touche des ronds. Et quand vous allez stacker vos Ethereum et tout ça, le plus gros stacker sur Ethereum, bah, c'est Coinbase. Donc ça va être quelque chose d'assez intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va grandement diminuer la capacité de... Enfin, l'inflation de du nombre d'Ethereum. Vous voyez que l'inflation moyenne, c'était 7,5%. On a eu une phase de forte descente en janvier avec la refonte du protocole qui nous a passé à 4,5. D'accord. Et doucement, on est en train de diminuer. Et on est en train de passer à 4. D'accord. Donc ça, c'est à peu près ce qu'on avait à l'heure actuelle. Par contre, ce qui va se passer, c'est que quand on va passer du Proof of Work au Proof of Stake, normalement, les choses vont être un petit peu différentes. Vous voyez, si par exemple on avait été en Proof of Stake dans l'année 2021, comme il y a eu une très grande demande sur la chaîne de Bitcoin, d'Ethereum, il y aurait eu des burns d'Ethereum et donc on aurait été déflationniste. Alors qu'on a été inflationniste dans la manière, dans le IP 1559 qui est un mix des deux. Vous voyez qu'on a été déflationniste que certains jours, d'accord? Or là, on aurait été beaucoup plus déflationniste. Et vous voyez que même maintenant, on commence à être bien inflationniste, 10K, etc. Là, avec la nouvelle méthode, on le sera très légèrement inflationniste. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'un des problèmes d'Ethereum à long terme, c'était que comme c'était inflationniste, bah, pour que Ethereum ait du sens économiquement, il faut que les acteurs aient de plus en plus besoin d'envoyer et de recevoir des Ethereum pour compenser cette inflation. Donc que l'utilisation augmente et que l'utilisation compense cette inflation. À court terme, c'est plutôt facile. Parce qu'on est au tout début, la courbe de croissance, elle est très importante et il y a beaucoup de choses à faire avec Ethereum, avec les smart contracts. À long terme, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que quand vous seriez arrivé à maturité, ça aurait été compliqué pour Ethereum de garder de la valeur.
Et donc ça c'est compliqué aussi parce que ça veut dire que les acteurs se disent ah bah oui, je vais utiliser Ethereum, etc. Mais la complexité c'est que bah, je sais pas très bien comment va se comporter la chaîne. D'accord? Donc ça peut être un petit peu compliqué. Donc il va falloir surveiller. Et ce qui peut par contre être compliqué, c'est que un autre effet pervers qu'il peut y avoir de cette déflation, d'accord, c'est que tous ceux qui utilisent les smart contracts pour les entreprises, etc., comme Ethereum va sûrement monter de prix parce que vous serez plus déflationniste que inflationniste, la problématique qu'il peut y avoir, c'est qu'après, économiquement, ça peut ne plus être rentable d'utiliser la chaîne Ethereum pour faire des smart contracts sur cette chaîne et gérer des événements. Alors, beaucoup de gens, dont moi, mettent en doute cette théorie. Pourquoi? Parce que comme pour diminuer les coûts, ça ne se fera pas avec ce merge, mais ça se fera sûrement dans le temps avec une amélioration de Ethereum qui permettra de faire plus de transactions à la seconde. Mais surtout, vous avez les layers de couche 1 et de couche 2 qui permettent de centraliser les transactions. Et la plupart des acteurs qui font des transactions à petite valeur ajoutée ou des éditeurs qui utilisent des smart contracts pour des choses qui sont à petite valeur ajoutée, donc qui peuvent avoir un problème par rapport au coût de transaction d'Ethereum, bah, ils peuvent toujours utiliser un layer de niveau supérieur. Et dans ces layers-là, par contre, les coûts de transaction, ils sont assez comprimés.